terme. Dans 5 jours, TF1 lance une nouvelle émission, tout en direct et interactive. Son nom, 5 à 7 avec Arthur. L'horaire, c'est entre 5 à 7, c'est donc avec Arthur. Ça a le mérite de la simplicité et de l'efficacité. Avant d'accueillir Arthur, on va tout de suite regarder un petit teaser. 5 à 7 avec Arthur, votre nouveau rendez-vous quotidien, bientôt en direct sur TF1. Voilà, c'est court, c'est efficace. Arthur, sois le bienvenu. Merci, on peut l'applaudir. Salut, ça va ? Par définition, ça n'a pas commencé, donc on ne peut pas montrer. Tout est dit dans les images que vous venez de voir. Tout est dit. Bonjour. Alors, on est ravis de t'accueillir. J-5, tout va bien ? Oui, très bien. On est vrai très contents, très excités. On a commencé à travailler depuis 5 semaines, mais le vrai challenge démarre lundi à 17h en direct pendant 5 semaines, je crois. 5 semaines. Tu l'as dit, il y a une grande nouveauté, c'est le direct. Entre 5 et 7, c'est pas forcément une évidence pour TF1. Ben, c'est nouveau, mais c'est plutôt un très bon signe. Ça veut dire que TF1 a décidé de remettre vraiment de la vie, du risque, du dérapage peut-être aussi sur cette tranche. Et le direct, c'est le symbole de la vie, quoi. Et je suis ravi d'en faire partie. Enfin, je ne suis pas tout seul, j'ai une très grosse équipe qui m'accompagne. D'abord, l'équipe de production, parce que vous parlez de la jeunesse à la télévision. Moi, la moyenne d'âge des gens qui produisent cette émission est de 27 ans. C'est important de le dire, parce que moi, toi, t'en as 28. J'ai passé le cap de la... t'es juste au-dessus. Moi, j'ai 30 ans depuis 20 ans aujourd'hui. Et c'est vrai que je suis entouré de jeunes qui produisent, préparent et m'aident à faire en sorte que cette émission reste toujours dans l'air du temps. Si on parle justement de la ligne éditoriale, il y a une nouvelle forme d'écriture ? Ouais. Non, disons qu'on sait que l'audience de 5h à 7h n'est pas la même qu'en prime time, et vous le savez. Voilà. On démarre avec une cible un peu plus âgée et qui rajeunit au fur et à mesure pour arriver à 18h avec ce carrefour d'audience, cet embouteillage où tout le monde arrive. Et c'est vrai qu'on a travaillé, c'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré, en fait, je m'amuse, mais on s'est beaucoup inspiré de ce qui plaît aux jeunes, c'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé autour des réseaux sociaux, on a pris comme conseil des youtubeurs qui sont venus nous voir. Par exemple, nos séquences ne diront pas plus de 4-5 minutes. Vous parlez de snacking, c'est vrai que les gens vont venir, on sait qu'il faut les attraper. En fait, une émission de 2 heures, c'est un teasing de 2 heures. C'est-à-dire que chaque intervention amène la suivante. Il faut tenir en haleine le téléspectateur, le plus jeune en tout cas, et sa mère aussi. Parce que moi, ma grande qualité, c'est que moi, quand je rencontre un jeune dans la rue, c'est qu'il me dit « ma mère t'adore ». Alors, au début, c'était gênant, mais en fait, la mère, c'est la ménagère, donc je l'aime bien aussi. Mais ça veut dire aussi qu'on crée des programmes où il faut qu'il y ait un vrai lien entre la mère et son fils. Et moi, c'est un peu la chance que j'ai. J'ai un fils de 19 ans et un fils de 7 ans, et 3 mères différentes. Ce qui fait que... Ah bah attends, j'en ai une de 6 mois, mais elle ne regarde pas encore la télévision. Et donc, ça me permet aussi de voir ce que regarde mon fils à 19 ans, c'est-à-dire pas grand-chose, et mon fils de 7 ans, qui n'est pas grand-chose non plus. Donc, j'essaie de voir ce qui les intéresse pour les ramener à la télévision. Et ils sont un peu comme vous, puisque en même temps que vous nous regardez sur scène, vous êtes tous devant votre écran de smartphone. Donc, ce qu'on a travaillé surtout, c'est cette relation entre le téléviseur et ce qu'ils font à côté. C'est-à-dire que, par exemple, l'émission, elle démarre à 17h, mais 2 heures avant, on va commencer à les amener vers nous. C'est-à-dire ce qu'on voudrait, c'est que quand ils sortent de l'école, on l'a testé déjà le vendredi soir, qu'ils puissent commencer à avoir des informations. Donc on va faire des Facebook Live à partir de 16h30 avec les artistes. D'accord. On va avoir une espèce de boîte dans laquelle il y aura une caméra et on mettra les artistes en temps réel. Donc dans le bus, dans le métro, en rentrant, déjà, ils pourront avoir des informations sur l'émission et même voir déjà le plateau et ce qui va s'y passer. Donc l'émission, elle commence... D'abord sur les réseaux sociaux. Oui, énormément sur les réseaux sociaux. Ouais. On a une équipe de community managers qui travaille formidablement bien. Je le dis d'autant plus que moi j'étais un petit peu dépassé. Là, je me suis remis. J'ai essayé de m'upgrader, mais c'est vrai qu'on a une équipe de community managers et on a une communauté aujourd'hui entre Twitter et les Facebook de toutes nos émissions. On a 3-4 millions de personnes déjà, puisque Vendredi Tout est permis, on est à 1,2 million. Twitter, on doit être à 1,8 million. Après les enfants de la télé, on a agrégé toutes ces communautés avec les équipes de TF1. Et avec toutes ces communautés, on essaye de leur donner un peu de teasing, leur donner envie de découvrir avant les autres ce qui va se passer. Voilà. On a aussi développé un outil formidable avec une équipe d'ingénieurs en Israël de 50 personnes qui s'appelle We Are TV, qu'on espère démarrer à la rentrée, qui permet une vraie relation interactive entre le téléspectateur qui regardera l'émission et le programme. Ils pourront tout contrôler à partir de leur smartphone, mais ce sera peut-être l'occasion de nous en reparler. On a aussi mis en place beaucoup d'interactions en direct. Voilà, on va téléphoner chez eux. On a un mur, je ne sais pas si ceux qui ont vu les trainings du vendredi soir, on a un mur où les gens de chez eux en direct vont pouvoir commenter, participer, assister, tout en étant filmés à l'émission. Donc le téléspectateur n'est plus passif. Ah non, il est totalement actif dans l'émission. Et puis on a des outils qui nous permettent de voir quand ils aiment ou ils n'aiment pas un bout du programme. Et donc on le zappe automatiquement. C'est-à-dire c'est une émission vivante qu'on va gérer en temps réel. Voilà. Enfin, tout ça c'est formidable, mais on va voir lundi ce que ça donne. Mais
En tout cas, on va faire en sorte que ça corresponde à ce que je vous ai dit aujourd'hui. Bon, on sera là, en tous les cas, évidemment, dès 17h et même plutôt Avant, dans l'après-midi oui, mais, sur les réseaux si sociaux. vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Insta, Snapchat, vous verrez que dès à présent, on commence déjà à travailler notre relation avec le public. Donc tu le disais, plusieurs formats courts au sein même de Oui. cette émission de 2 heures, c'est En ça? fait, on n'a que des séquences de 5-6 minutes qui vont s'enchaîner. Alors, on a un ordre bien précis en fonction de l'arrivée d'audience, en fonction des cibles, en fonction des pubs de l'autre chaîne. Enfin, on a mis en place un système qui fait que l'émission est un zapping. Voilà. Et moi, je ne vais que, avec mes équipes, m'amuser autour de ce zapping en direct. Ouais. Et c'est important, c'est une nouvelle façon, une nouvelle écriture pour nous. Moi, je l'avais jamais fait. Je fais plutôt des émissions de flux tranquilles, comme les enfants de la télé. Et puis, avec Vendredi Tout est permis, on s'est aperçu qu'il fallait des séquences pas plus de 6 minutes, parce qu'il y a toute une génération qui s'en va au bout de 5-6 minutes, qui va picorer ailleurs. Donc, on a créé cet outil et ce nouveau format qui, je l'espère, va plaire au plus grand nombre, puisque nous, on a les jeunes, mais aussi, il faut qu'on ait leurs parents sur TF1. Donc là, l'idée, c'est quoi? Que tu t'adresses à la télé, aux enfants du digital et à leurs parents. C'est ça le. Je vais surtout m'adresser à ceux qui regardent et faire en sorte qu'ils regardent le plus. Que j'arrive pas à avoir un discours marketing aussi pointu que le vôtre. Nous, moi, je pose que des questions. On est ouvert à tout le monde. Et j'ai beaucoup de chance, et je dois le reconnaître depuis toutes ces années, puisque si on fait des fortes audiences sur les responsables des achats, on a aussi, je l'ai vu encore avec 5 à 7, près de 40% des jeunes, des plus jeunes qui nous regardent. Donc je crois qu'on a réussi à trouver, aussi bien avec les caractères qui sont autour de nous, les talents, puisqu'on a une star de la télé-réalité qui va être parmi nous. Mais on a Christine Bravo qui pourrait être la grand-mère des téléspectateurs qui nous regardent. La mère. Mais c'est pas péjoratif quand je dis ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on essaie de faire en sorte qu'il y ait une communion entre toutes les générations autour de ce plateau. Et puis moi, je vais passer les plats du mieux que je peux avec ces jeunes gens. Et faire émerger de nouveaux talents, c'est important. Il y a beaucoup de jeunes gens qui vont arriver. Vous allez découvrir de nouveaux visages. Il y aura des visages à la fois jeunes. On a toute une génération qui vient de YouTube qui va apparaître à l'antenne avec cette écriture toujours des vidéos drôles, pas particulièrement chiadées parce qu'ils s'en foutent complètement. Et puis à côté de ça, on a toute une génération assez rassurante qui va faire aussi des sujets. Voilà, ça te donne envie, je sais pas. Bah si, ça donne envie. Télé, radio, tout au long de ta carrière, en fait, tu as su finalement coller aux attentes des jeunes, capter un peu ce qu'ils attendent et donc du coup faire évoluer tes formats. Enfin, je crois que si je devais avoir une seule petite qualité, c'est de m'entourer de gens qui ont le talent pour faire venir les jeunes dans mes émissions. On parle de radio, j'ai les 2 stars de la radio, des radios jeunes. Il y a Bruno Guillon et Manu Lévy qui sont les 2 numéros 1 de la bande FM le matin. Ils font partie de l'émission 5 à 7 à partir de la semaine prochaine en alternance. Donc ça aussi, c'est une façon de capter de leur audience et de capter finalement cette génération qui les écoute et qui se réveille avec eux le matin. Bien entendu, le direct va beaucoup apporter parce que je pense que les mômes, ils ont vraiment envie qu'il se passe quelque chose, quoi. Ils ont peut-être envie que moi j'ai une spécialité, je bégaye beaucoup dans mes émissions, ils vont se régaler parce qu'en direct je ne pourrais pas les couper au montage. Donc ce que je veux dire, c'est que l'accident, le petit problème technique, ils en sont extrêmement friands, et l'idée que tout puisse arriver dans l'émission, c'est aussi quelque chose d'important. Alors évidemment, on a la chance d'avoir beaucoup de mômes et beaucoup de jeunes qui nous regardent, mais je ne crois pas que ce soit un calcul bien précis. Je pense que c'est l'ensemble qui fait qu'ils viennent nous rejoindre. 5 à 7 démarre donc lundi prochain. Ouais, avec toi, avec Arthur. Ce qui est bien la preuve, par exemple, on a appelé ça 5 à 7 en pensant que les gens allaient comprendre. Et non. En fait, pas du tout. Il fallait peut-être s'arrêter là. Par exemple, là, par rapport aux jeunes dont vous parlez aujourd'hui, c'est une plantade complète. Parce que 5 à 7, il n'y en a pas un qui sait qu'un 5 à 7, c'est ce que vous faites en fin de journée avec vos maîtresses et vos amants. Et eux, ils ne savent pas du tout. Ils disent, il a mis l'heure et il ne s'est pas foulé. Alors que... Non mais je vous le dis, j'ai un fils de 19 ans qui me regarde comme un extraterrestre et mes programmes aussi, mais c'est vrai aussi que voilà, ça fait partie d'une réflexion qu'on s'est fait. On s'est dit tiens, 5 à 7 avec Arthur, il y a un petit côté coquin, on va... Ouais, pas du tout. Alors pas du tout, mais en tout cas ils ont l'information, moi ça c'est clair. Sur LCI, il y avait une émission aussi il y a la saison dernière qui s'appelait 5 à 7, mais c'était avec Michel Field. Voilà. Oui, mais bon, on va pas parler de... Merci à toi. Lundi prochain, donc rendez-vous, 17h en direct. Oui, c'est important. Et avant sur les réseaux sociaux. Ce qui est très important aussi, que je voulais dire, c'est que c'est un grand challenge de la chaîne, qu'on va y mettre toute notre énergie, tout notre cœur, que ce soit les équipes du marketing, que ce soit les équipes du programme, que ce soit les équipes de la pub. C'est un truc très important pour cette chaîne. Et donc, je n'ai qu'un mot à dire, achetez, n'hésitez pas.
parce que je pense qu'il va se passer plein de bonnes choses dans cette émission. Alors ne regardez pas les 3 premières, enfin regardez-les par curiosité, mais il faut se projeter en septembre si l'émission cartonne, parce qu'il va se passer énormément de choses. On a mis en place un énorme dispositif à l'occasion de l'Euro, parce qu'on va aussi un peu devenir la bande-annonce de la chaîne. On sera sur les terrains, on sera à Clairefontaine avec les joueurs. On a vraiment, parce qu'on sait que vous parliez des jeunes qui adorent le football, alors là on va être à fond aux couleurs du foot. On sera dans les stades. Toi, tu seras dans les stades? Vous allez délocaliser ou pas? J'ai une hernie, qu'est-ce que j'allais faire dans un stade? Mais j'ai Charlotte Namura qui est la spécialiste du foot, la jeune recrue de TF1 qui fait partie de l'équipe. Nous serons avec David Guetta pour le grand concert sous la Tour Eiffel. Nous serons à Clairefontaine, nous serons au Stade de France pour le coup d'envoi. On va vraiment, et je remercie TF1, on nous a donné les moyens d'être vraiment plus qu'en direct dans cette émission. Là où ça se passe. En fait, l'idée, c'est que l'événement est là et j'espère que nous serons là aussi. Voilà. Merci de votre attention et bon courage et bonne fin de séminaire, enfin de Campus Jeune. De Campus, merci à toi. Ciao, Mike, merci. On va continuer à parler de contenu, mais dans un autre genre. On va demander à Léa de venir nous rejoindre. On peut l'applaudir également. On a déjà entendu tout à l'heure son prénom. Soyez la bienvenue Léa pour ses conseils beauté. Vous êtes une vedette du web. On va voir ça dans un instant. On va également demander à Adrien Taquet de venir nous rejoindre. Il est le cofondateur de l'agence de pub. Soyez le bienvenu Adrien. Prenez un petit micro. On va s'installer tranquillement. Cofondateur de l'agence de pub Jésus et Gabriel. Je ne l'ai pas cité. On va commencer avec vous Léa. Get Beauty. On l'a brièvement évoqué là, il y a un instant. C'était le premier salon des youtubeuses beauté, on va dire ça comme ça. Ça se tenait au Parc Floral à Paris. Ça a eu un succès immense et on va tout de suite regarder quelques images. Je vous aime fort. Voilà, quand je dis que vous êtes une vedette, le terme n'est vraiment pas galvaudé. D'abord, vous avez quel âge ? Alors moi j'ai 19 ans, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube. J'ai commencé à l'époque où c'était absolument pas le YouTube d'aujourd'hui. Il se trouve qu'aujourd'hui j'ai la chance d'en faire mon métier et je cumule sur tout réseau confondu 2,5 millions d'abonnés. Voilà. Vous avez 2,5 millions d'abonnés. Vous avez créé votre chaîne, c'est ça ? Oui, ma chaîne. Et qu'est-ce qu'on y trouve quand on va sur votre chaîne qui s'appelle ? Je ne suis pas jolie. C'est pas vrai. Merci. J'ai créé cette chaîne en fait pour le partage déjà parce que YouTube était la plateforme qui à l'époque et qui est toujours la plateforme vraiment de partage par excellence. Moi j'étais passionnée par le média vidéo. À l'époque les blogs avaient déjà une très grande influence, mais moi je me sentais pas à l'aise à l'écrit en fait. Et c'est vrai qu'il y a toute une génération comme ça qui a su s'emparer de ce média-là, qui est le média vidéo. Et j'ai créé en fait ma chaîne YouTube sans but précis. J'avais juste envie de partager avec des copines, être aujourd'hui peut-être la grande sœur d'une communauté que j'appelle ma jolie famille. Et c'est comme ça qu'elle me considère. Et c'est vrai que le Get Beauty, c'était un petit peu le passage du virtuel au réel, c'était très important pour elle parce qu'en fait YouTube il y a une dimension très humaine. Je peux parler évidemment de tutoriel beauté, de maquillage, de comment est-ce que je vais m'habiller pour aller à un entretien, comment est-ce que je vais m'habiller pour le bal de fin d'année, mais il y a aussi des sujets beaucoup plus profonds qui les touchent également, comme le harcèlement scolaire, comme la confiance en soi, le danger des réseaux sociaux, des sujets qui les concernent et c'est vrai que c'est pour ça à mon avis que ça fonctionne, c'est parce qu'elles se sentent considérées en fait, et il y a une relation très proche entre ma communauté et moi, et c'est pour ça que je suis du coup très active sur tous les réseaux sociaux qu'on a vus par ailleurs. Donc le mot-clé c'est interactivité ? Oui, complètement. Vous recherchez finalement une réponse de la part de vos fans ? Je la cherche même pas, elle me la donne en fait sans même que j'ai à la rechercher. Quand je dis 2,5 millions d'abonnés cumulés, c'est vraiment parce que évidemment elles me suivent sur plusieurs réseaux, à la fois sur YouTube, mais sur Snapchat, sur Instagram, sur Twitter. Et
elles viennent, je dis elles parce qu'elles sont à 98% en majorité féminine, elles viennent chercher pas forcément la même chose. C'est pas parce qu'elles sont abonnées à tous mes réseaux sociaux qu'elles y attendent le même contenu. C'est pour ça que cette interactivité et cette relation est très importante. Combien de vues, par exemple, sur une vidéo classique sur YouTube? Je sais que depuis 5 ans, j'ai cumulé plus de 100 millions de vues. En moyenne, ça dépend des sujets, ça peut aller 300 000 en moyenne par vidéo. Moi, j'en publie 1 à 2 par semaine. Donc voilà, c'est ce que ça... Est-ce que vous travaillez avec des marques? Oui, bien sûr, je travaille avec des marques. J'ai la chance de travailler avec beaucoup de marques qui s'intéressent en fait à ce phénomène, tout simplement parce que notre communauté a confiance en nous et c'est un sentiment qui est parfois difficile à avoir auprès des consommateurs. Moi, quand je parle des produits, c'est des produits que j'aime, que j'ai testés, que j'approuve et qui me ressemblent. C'est pour ça que la diversité sur YouTube est très intéressante. On a des youtubeuses qui ont une personnalité, qui ont des sujets où elles sont beaucoup plus calées. Et c'est vrai qu'on va retrouver des marques qui vont travailler avec différentes personnalités parce que ça leur ressemble également. Et moi, je travaille avec les marques qui me font confiance. Et aujourd'hui, on est en train de construire vraiment une relation très saine, finalement, entre la youtubeuse et la marque. Et la marque commence de plus en plus à comprendre qu'il faut considérer son consommateur, que le consommateur est loin d'être naïf. Et cette particularité-là sur YouTube, c'est qu'on peut tout à fait parler de produits, on peut tout à fait faire de la pub et que ce soit très bien accepté du moment où c'est bien fait et où on ne prend pas le consommateur et en l'occurrence mes abonnés pour des idiots. Je rappelle juste votre âge parce que vous parlez déjà comme quelqu'un extrêmement pro, vous avez juste 19 ans. Comment vous faites pour fédérer cette communauté et pour l'élargir? Alors il y a évidemment le côté live, c'est-à-dire on partage sur l'instant des moments de vie, que ce soit sur Twitter, du bonjour du matin, oh là là il fait pas beau à Paris, mais également des messages un petit peu plus forts où je les emmène avec moi dans des événements, par exemple le Get Beauty, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette relation de grande sœur et de proximité qui est très importante et c'est ce qui fédère finalement la communauté, c'est qu'elles ont l'impression d'avoir quelqu'un toujours avec elles. Donc le lien doit être quotidien? Exactement, quotidien. Ouais. Plusieurs vidéos par jour ou... Alors j'ai une deuxième chaîne qui s'appelle Je ne suis pas bavarde où je partage où je partage justement beaucoup de bavardage où je les emmène un petit peu avec moi qui sont des vidéos un peu moins quali mais qui fédèrent justement la communauté, qui les font rentrer un petit peu dans votre quotidien et puis il y a Snapchat qui est en pleine explosion où mes abonnés sont très friands de live comme ça un petit peu dans l'instantané et c'est ce qu'elles aiment en fait, c'est cette proximité, il n'y a pas de distance entre nous. Ça remplit vos journées. Aujourd'hui, vous faites plus que ça. Oui, je fais que ça. J'ai pas d'horaire, mais. D'accord. Adrien Taquet, on a besoin un peu de vos lumières. Est-ce que les jeunes sont une cible comme les autres, comme une autre? Vous m'entendez? Écoutez, ouais. Bonjour à tous. Moi, je pense que c'est une cible comme une autre. Alors, une petite exception près notable. Et je pense que c'est peut-être même pas une cible. Voilà. Alors, c'est une cible comme une autre parce que je pense que les jeunes aujourd'hui, comme tout un chacun, aiment la publicité. Il y avait un grand publicitaire qui avait dit à une époque où Internet, les réseaux sociaux n'existaient pas encore, que quand on fait intrusion dans la vie des gens, comme le fait la publicité, la moindre des choses, c'est de leur donner quelque chose en retour. Un sourire, un moment de réflexion. Et je pense que les jeunes, à cet égard, fonctionnent comme leurs aînés. C'est-à-dire si la publicité les fait réfléchir, les fait sourire, les fait rire, ils sont prêts à l'accepter et à y prendre part et à prendre part à l'histoire qu'on leur raconte. D'ailleurs, on voit que les jeunes sont assez adeptes du native advertising, qui est considéré par certains comme quelque chose d'assez intrusif, mais parce qu'au contraire, ça ne les détourne pas du média qu'ils sont en train de consulter, et parce que c'est a priori intéressant ou utile, en lien avec l'article qu'ils sont en train de consulter, à ce qu'ils sont en train de faire. Il y a une différence notable quand même avec cette jeune génération. Je pense qu'ils sont beaucoup plus exigeants que nous. Ils sont nés dans le marketing. Je pense qu'ils décodent beaucoup plus. Le discours est frappant. Enfin, Léa, c'est assez frappant. Ils maîtrisent beaucoup plus toutes nos techniques. Et donc, je pense qu'il y a effectivement un devoir de sincérité vis-à-vis de cette cible. Et après, pour rebondir sur ce qui a été qui a commencé à être évoqué dans l'étude, je pense effectivement que c'est plus vraiment une cible. C'est au sein de cette génération de 10-15 ans, je pense qu'il y a des sous-générations. Je pense que on sait depuis tout le temps qu'un un jeune homme de 25 ans et un autre de 15 ans, c'est déjà très différent. Souvent, le basculement dans le monde du travail
crée un espèce de clivage. Donc je pense que c'est déjà très difficile à appréhender. Donc il y a des sous-groupes. Il y a des sous-groupes, c'est-à-dire dans l'usage des réseaux sociaux, il y a, je pense, à minima 3 générations. Le haut de la cible, c'est un peu la génération, effectivement, Facebook. C'est même probablement au-delà du haut de la cible, parce qu'on sait quand même que les jeunes sont en train de partir de Facebook, parce que des plus vieux, comme vous et moi, y sont. Parfois leurs parents, donc ce qui est problématique. Donc ça, c'était un peu la génération du livre ouvert, du journal intime. Les jeunes, aujourd'hui, basculent davantage sur YouTube, sur l'instantanéité, sur de la conversation. On n'a pas beaucoup parlé des messageries. Donc il y a Snapchat, évidemment, WhatsApp aussi qui est beaucoup utilisé. Donc on converse à travers YouTube, etc. Et puis il y a une 3e génération, ça a été évoqué, qui est en train de naître. On ne sait pas trop ce que ça va donner, on ne sait pas trop quelles implications ça va avoir sur le rapport aux autres et le rapport au monde, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, qui est la génération du live. Voilà, Facebook Live, Periscope sont des choses qui sont en train de monter en puissance, c'est en train de changer les comportements, de changer le rapport. Et c'est intéressant parce que je pense que ça traduit une tendance qui a aussi été évoquée, c'est la nécessité de reconnecter le digital au réel. Ce que vous évoquiez, ce qu'on voit avec Get Beauty, ce qu'Arthur va faire dans son émission, semble-t-il. Effectivement, il y aurait une grande erreur à penser que c'est une génération 100% digitale. C'est à un moment une génération qui a envie de se projeter dans l'expérience réelle. Le live fait le pont entre le digital et le réel. Voilà, mais ça, on en est aux prémices. Il y a des gens qui sentent l'époque, comme Arthur, très très bien, et qui donc s'engouffrent là-dedans. Voilà, on ne sait pas trop encore ce que ça va pouvoir générer et quelle implication ça va pouvoir avoir sur. Il y a tout à inventer, marques. tout à créer. Tout à créer. Et pour les marques, pas simple forcément de s'adapter, du coup, Pour les marques, à ces phénomènes qui sont en cours. Elles essayent de suivre le rythme qui va très vite. Elles essayent de suivre le rythme qui va très vite. Puis il ne faut pas non plus se précipiter. Parce qu'on sait, l'histoire a montré qu'il y avait des phénomènes de mode qui disparaissaient aussi rapidement qu'ils étaient apparus. Mais effectivement, elles s'adaptent, on essaie de s'adapter avec elles. Les médias s'adaptent également. Donc de façon très basique, on adapte nos plans médias. Alors oui, la télé est encore très puissante, et moi j'y crois beaucoup comme média de masse, mais on sait que la consommation de la télévision est quand même légèrement différente chez les jeunes. Donc on va aller chercher plus d'investissements dans la catch-up, la VOD, la télévision délinéarisée. On va bien évidemment mettre en place aussi des dispositifs qui intègrent le second écran, qui permettent aux jeunes de communiquer sur les réseaux sociaux en direct. Et puis on va aller commencer à s'immiscer sur ces nouveaux réseaux, ces nouveaux formats. Sur Snapchat, il y a de plus en plus de marques qui utilisent ce médium-là. Sur YouTube, en allant chercher l'audience où elle est, parce que c'est bien de ça dont il s'agit aussi, et l'audience, elle est pas mal aussi chez ces jeunes personnes. Léa, ce sont les marques qui viennent à vous ? Oui, aujourd'hui, oui, c'est les marques qui viennent à moi. J'ai la chance de travailler avec Finder Studio qui s'occupe de toute cette relation-là, qui est très importante parce que parfois les marques sont pleines de bonnes intentions, mais connaissent pas forcément les mécaniques à adopter pour toucher en fait le consommateur et donc mes abonnés. Et on est de plus en plus exigeante parce que moi je reçois énormément de propositions et je sélectionne vraiment celles qui collent le mieux à ce que j'ai envie de faire et de donner. Finder Studio, c'est en fait un peu une forme d'agence, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et il y a quelque chose, pour rebondir sur ce que dit Léa, sur votre question, de très important, c'est le rapport au pair. C'est probablement au pair, PAIR. Le rapport au pair, on a tous ce problème ou cette question-là, mais là c'est assez pair. C'est la première génération probablement qui porte une telle confiance à son semblable. On sait qu'il y a une défiance généralisée chez les jeunes, plus marquée encore, pour les grandes institutions qui ont façonné un peu la société dans laquelle on vit. Les partis politiques, la famille aussi est un peu ébranlée, les médias. Ça pose des questions pour l'information notamment, parce qu'on porte plus de crédit à une information qui nous vient d'un proche que d'une chaîne de télé ou d'un média. Donc, ce qui pose un certain nombre de problématiques auxquelles je pense dans le groupe vous réfléchissez également. Mais donc, pour une marque passée par un ambassadeur, en fait, Léa et ses pairs sont plus que des ambassadeurs. C'est pas uniquement des cautions. Il y a un vrai rapport de confiance entre elle et son auditoire. Et la marque va bénéficier de cette confiance-là que les téléspectateurs lui attribuent. Et créer des points de rendez-vous comme Get Beauty, qui est donc ce salon beauté, c'est finalement gagnant pour tout le monde. Oui, totalement. Je pense que pour les marques. Oui,
Oui, parce que je pense qu'il y a vraiment une expérience là qui est vécue à la fois à la fois auprès du consommateur, auprès des abonnés, des youtubeuses également, parce qu'encore une fois, on passe vraiment du virtuel, des réseaux au réel, mais également auprès des marques qui rencontrent aussi leurs consommateurs de demain, finalement. Les jeunes ont besoin de réel à un moment donné. Oui, absolument. Bon, ça a été montré, excusez-moi, dans l'étude. Effectivement, ça serait une illusion de penser que c'est une génération 100% digitale. Il y a un moment, il y a ce besoin, cette envie que l'expérience se prolonge au-delà. Effectivement, c'est assez symptomatique ce qui se passe avec les youtubeurs. C'est-à-dire, eux veulent vous rencontrer. Vous, je crois que vous écrivez à côté un bouquin. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un moment... Il est sorti, oui. Il est sorti, pardon. Il y a un moment, il faut que la relation s'incarne. Voilà, mais ça, c'est un peu vieux comme le monde, j'ai envie de dire. Mais il y a ce besoin-là. On l'a aussi observé dans d'autres domaines qui sont au-delà du nôtre aujourd'hui. Dans le retail, tous les pure players qui ont vécu sur Internet, il y a un moment, il y en a certains qui sont partis, qui sont revenus au bon vieux brick and mortgage. Voilà, parce qu'il y a un moment, ces clients, faut être en contact avec eux. Donc oui, et la plupart des marques aujourd'hui font des grands films télé ou font des dispositifs digitaux, mais souvent la promesse ultime pour le consommateur, enfin ultime dans le cadre de ce dispositif, c'est effectivement de rencontrer une star, participer à une soirée, avoir sa tête sur l'affiche de la prochaine campagne. Nous, quand on a bossé sur Nike il y a 4 ans au moment de l'Euro, on a fait un grand film qui s'appelait Barbershop, où on voyait Balotelli venir s'essayer à des coupes de cheveux, pour essayer de trouver sa coupe de légende. Bon, derrière, il y avait un dispositif Facebook, on pouvait mettre sa depuis, photo. Depuis, il a disparu d'ailleurs. Je sais pas si c'est depuis, j'espère que c'est pas de notre faute. Et puis on avait créé en vrai, à Beaubourg, tout près d'ici, un vrai barbershop où les jeunes pouvaient venir se faire la coupe de cheveux de Waddle, Valderrama ou Balotelli, aux grandes dames des parents. Ouais. Donc voilà, donc prolongement de l'expérience publicitaire dans la vie réelle. Parce que la meilleure façon de parler d'engagement durable à un moment, de nouer à un moment une relation durable avec une marque. Eh ben justement, on va parler de la stratégie des marques dans un instant. Merci beaucoup Adrien, merci Léa. Merci d'être venu. À bientôt, bravo.